le Canada qui va limiter les investissements crypto, la Corée du Sud qui saisit des cryptos, une fausse alerte qui provoque une panique vendeuse sur un projet crypto, un nouveau stablecoin qui dépègue, ou encore Coinbase qui se prononce sur une potentielle censure d'Ethereum. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce jeudi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert malgré les annonces de la Fed qui déclarent que les chiffres de l'inflation sont encore beaucoup trop élevés et qu'ils vont donc continuer leur augmentation des taux d'intérêt. Et pour ce qui est des cryptos qui ont surperformé le marché aujourd'hui, on a le Flow qui fait un plus 7% et le Cell qui nous fait un plus 15% sur les dernières 24 heures. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 18 août 2022. On débute les actualités du jeudi avec le gouvernement canadien qui continue de se montrer hostile à l'adoption des crypto-monnaies avec des restrictions qui ne font pas de sens. En effet, alors qu'il y a quelques mois, le gouvernement avait fait geler des centaines d'adresses crypto en lien avec des camionneurs manifestants, aujourd'hui on apprend que la Commission des valeurs mobilières va imposer des restrictions d'achat sur les cryptos dans quelques régions du pays. En gros, avec cette nouvelle réglementation, les Canadiens pourront toujours acheter sans limite du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin et du Bitcoin Cash, mais sur le reste des altcoins, il y aura une limite d'achat de 30 000 $ canadiens par année sur les plateformes centralisées. Et quand on sait qu'ils ont mis le Litecoin et le Bitcoin Cash sur la liste des cryptos qu'ils peuvent acheter sans limite, c'est à se demander s'ils ne sont pas restés bloqués en 2017. Mais ce qui est vraiment aberrant dans cette histoire, c'est que de toute façon, les réglementations seront facilement contournables en allant sur les applications décentralisées. Et cerise sur le gâteau, ces restrictions ne s'appliqueront pas à l'ensemble des pays, étant donné que les régions d'Alberta, British Columbia, Manitoba et le Québec ne seront pas touchées par ces limites. Mais cette tentative a toutes les chances de n'être qu'un coup d'épée dans l'eau qui, au final, rajoutera de la complexité sur les plateformes centralisées et renforcera la finance décentralisée. Pendant ce temps, en Europe, le Parlement veut imposer des limites aux banques adoptant les cryptos. En effet, alors que les banques européennes commencent à rentrer timidement dans les cryptos, il y a quelques jours, on a eu Will Niinisto, un membre du Parti Vert au Parlement européen, qui a proposé un amendement qui imposerait un plafond aux avoirs en crypto que les banques pourraient posséder. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de règles au niveau européen qui harmonisent l'adoption des cryptos par les banques, et donc pour mettre de l'ordre dans la future adoption des institutions européennes, on a la Banque centrale qui souhaite, je cite, « garantir une approche cohérente et des normes élevées dans tous les pays ». Et ainsi, on a une première proposition d'amendement du parlementaire Will Niinisto qui préconise de plafonner l'exposition des banques aux cryptos à 1% de leur capital en réserve principale. À savoir que pour le moment, il ne s'agit que d'une proposition qui devra être débattue en décembre, mais on voit qu'avec la loi MiCA et cet amendement, la réglementation européenne est en cours et elle suivra scrupuleusement les recommandations des institutions internationales. On continue de parler des politiques qui se mêlent des cryptos avec une ville de Corée du Sud qui expérimente la saisie de cryptos. Mais tout d'abord, je précise que, comme vous le savez, la population sud-coréenne est très en avance sur l'adoption de la blockchain et des cryptos, et donc l'État espère tirer un avantage de cette situation pour pouvoir s'en servir d'outil de contrôle, avec un projet pilote dans une ville du pays, où la police peut désormais saisir des cryptos sur les places d'échange en cas de non-règlement d'amende. Et si le projet pilote est un succès, il sera appliqué à l'ensemble du pays. À savoir que d'après les informations rapportées par Cryptost, les autorités locales auraient déjà saisi 38 000 $ en crypto suite à une amende impayée de 1 900 $, mais on ne sait pas ce qui se passera avec le reste des fonds une fois l'amende réglée. Bref, ici on voit très clairement les dérives totalitaires qui peuvent découler de l'adoption des cryptos, d'où l'importance de construire dès aujourd'hui une régulation qui protégera de ce type de dérive. Mais revenons au secteur des cryptos qui est visiblement un peu trop habitué à des attaques. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois maintenant, on ne passe quasiment pas une semaine sans entendre parler d'un bridge qui s'est fait hacker ou un stablecoin qui a des pegs à cause d'une faille. Et toutes ces nouvelles font que désormais, dès la moindre rumeur d'une attaque, les investisseurs réagissent très vite sans même vérifier l'information. Et si je vous parle de ça, c'est parce que le projet Optimism, une solution de seconde couche d'Ethereum, a été victime de cet effet de panique de foule, alors que les équipes ont transféré 450 millions de jetons OP depuis une adresse multisig. Et le truc c'est que hier soir, des rumeurs d'attaque du réseau ont commencé à circuler sur Twitter, et avec le partage de plusieurs gros comptes, la panique vendeuse a commencé vers 23 h et a entraîné une chute de 10% du cours du jeton OP. Mais heureusement, les équipes ont très rapidement réagi en postant sur leurs réseaux sociaux que ce transfert était prévu et qu'il s'agissait simplement de transferts vers des portefeuilles Coinbase Custody. Donc au final, plus de peur que de mal pour ce projet qui est en pleine croissance. Mais alors qu'on a eu une fausse alerte sur Optimism, on a le stablecoin HUSD qui lui a perdu sa parité avec le dollar.
Tout d'abord, pour information, le HUSD est émis depuis 2019 par la société Stable Universal, et si on lit leurs fiches sur CoinMarketCap, le stablecoin est présenté comme sécurisé, fiable et entièrement garanti par des devises fiat. Mais il y a 2 semaines, on apprenait que FTX avait retiré le HUSD des stablecoins supportés, donc déjà à ce moment-là, l'affaire était mal engagée. Et aujourd'hui, on apprend que la société UOB qui soutenait le stablecoin s'était retirée du projet en avril à cause de problèmes de liquidité. Donc ça fait pas mal de mauvais signaux pour le projet, mais pour le moment, on ne connaît pas la raison exacte de ce dépeg, et UOB déclare qu'il serait en train de travailler avec les équipes pour résoudre le problème, mais l'absence de déclaration des équipes sur les réseaux sociaux font craindre un potentiel rug pull qui n'est pour le moment que de la pure spéculation. Bref, affaire à suivre dans le Daily Crypto quand on aura plus d'informations, et je précise qu'à l'heure actuelle, leur stablecoin est à 83 centimes de dollars. On reste dans le thème de la sécurité avec le portefeuille Phantom qui dévoile une nouvelle fonctionnalité pour lutter contre les arnaques. Les équipes ont en effet déclaré que des acteurs malveillants profitent des faibles transactions sur la blockchain de Solana pour envoyer des NFT avec des liens pour recevoir des cadeaux, mais qui au final invitent à valider des transactions qui vident les portefeuilles. A savoir que les hackers parviennent à modifier les métadonnées de ces NFT pour éviter d'être bloqués, et donc ils ont mis en place une fonctionnalité nommée Burn NFT, qui permet de supprimer les NFT indésirables, et en échange de quoi les utilisateurs recevront une petite quantité de sol. Et en plus de ça, ils ont déjà mis en place une liste noire qui répertorie l'ensemble des arnaques dès leur identification, et cette liste comporte déjà 800 adresses de contrats NFT malveillants. Bref, alors qu'il y a quelques jours je vous parlais de l'application DappBay sur Binance qui liste des projets suspects et qui permet de scanner des projets pour détecter de potentielles arnaques, on voit que l'écosystème crypto est en train de s'organiser pour lutter contre les nombreuses arnaques qui circulent. Pendant ce temps, en Italie, la société Socios est officiellement enregistrée comme fournisseur de cryptoactifs. En effet, alors que la semaine dernière, l'équipe de foot Arsenal en Angleterre avait reçu un avertissement du régulateur suite à la promotion de leur fan token émis par Socios, on apprend aujourd'hui que la société va désormais pouvoir proposer de façon entièrement régulée ses fan tokens ainsi que leur crypto, le Chiliz. Et donc cet enregistrement va leur permettre de pouvoir encore plus se développer dans la région et va jouer un rôle crucial dans le lancement d'un fan token pour l'équipe de football nationale du pays. Faisons maintenant une mise à jour sur le débat concernant une potentielle censure du réseau Ethereum. Mais je vous rappelle tout d'abord que la question qui brûlait les lèvres de Twitter hier était de savoir si les acteurs centralisés participant à la sécurisation du réseau Ethereum avec les nœuds de validation seraient prêts à se soumettre à des régulateurs en bloquant des transactions. Et aujourd'hui on a une réponse rassurante qui nous vient de Brian Armstrong qui déclare que Coinbase, qui représente pratiquement 15% des Ethers stackés, préférerait arrêter son service de staking pour préserver l'intégrité du réseau plutôt que de se conformer aux régulateurs qui voudraient censurer la blockchain. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est un des fonds de pension les plus importants au Québec, qui a annoncé avoir subi une perte de 200 millions de dollars suite à la participation d'une levée de fonds pour Celsius, et ils font ainsi le constat qu'ils sont, je cite, arrivés trop tôt dans un secteur qui était en transition. Ensuite, d'après les déclarations du développeur Tim Beiko, l'ensemble des préparatifs pour 2 merges ont été complétés. Ensuite, d'après les calculs de la société Italian Data System, la Russie aurait utilisé 1,5 GW d'électricité pour le minage en 2021, soit le double des chiffres de 2020, à savoir qu'en janvier de cette année, la Russie représentait 4,66% du hash rate moyen mensuel de Bitcoin. Ensuite, en Ukraine, le ministre de la Transformation numérique a révélé comment ont été utilisés les 54,5 millions de dollars récoltés en crypto, et sans grande surprise, on apprend que le financement des opérations militaires a été le plus important, avec 38 millions de dollars en crypto. Et finalement, on a Anthony Hopkins qui, après avoir joué dans le premier film NFT et démontré son intérêt pour les NFT, on apprend qu'il va sortir une collection de NFT qui retracera les différents événements de sa carrière. Ainsi se termine ce Daily Crypto du jeudi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pourrez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur Instagram et TikTok que vous retrouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.